Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans Bonjour. ce webinaire sur les actus paye. Alors, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Je vous laisse me mettre un petit message sur le chat. Donc, est-ce que je vois des messages? Pas de message pour le moment. C'est OK, ça y est, il y a des messages, donc ça peut commencer. Alors, le concept de ce webinaire, donc c'est une série de webinaires sur les actus paye. Donc, voilà, le webinaire expert paye. Donc, le concept, c'est donc on va faire le point sur les nouveautés en gestion de la paye, sur les dernières jurisprudences, sur les actus DSN et puis sur les évolutions à venir, sur les différentes évolutions en gestion de la paye. Alors, pour ce premier webinaire, donc je me présente déjà, je suis Laetitia Baccelli, je suis formatrice et consultante en paye et j'interviens pour Culture RH pour tous les sujets qui sont liés à la paye. Donc, je vais laisser David se présenter. Oui, bonjour. Donc, David Verhagen. Je suis chef de produit paye dans l'entreprise Kelio. On est éditeur RH et à ce titre aussi, on propose un logiciel de paye qui s'appelle 1, 2, 3 Paye. Et donc, je suis chargé de piloter les évolutions de ce logiciel au service de nos utilisateurs. Alors, pour ce premier webinaire, donc le sommaire, donc en ce début d'année, on a une actualité qui est très riche, donc comme tous les débuts d'année, mais c'est vrai que particulièrement en 2024, on a une actualité qui est très riche en paye. Donc, en première partie, les modifications pardon, en paye pour 2024. Donc, quelles sont toutes les modifications sur la paye en janvier? On va faire un focus sur la loi de partage de la valeur. On va faire le point sur toutes les évolutions DSN et ensuite sur donc les éventuels autres changements sur la gestion de la paye. Alors, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas et on y répondra. Alors, pour cette première partie, donc, quelles sont les modifications donc, en paye pour 2024? Alors, donc, comme tous les ans, des modifications en paye au niveau du paramétrage. Notamment pour le SMIC. Le SMIC horaire brut est passé à 9,65 €. Donc, une augmentation de 1,13% depuis sa dernière revalorisation au 1er mai 2023. Donc, quel impact, ce qui fait du coup un SMIC mensuel brut à 1 766,92 €. Donc, quel impact le SMIC a sur la paye? Donc, forcément sur les salariés au SMIC, augmentation. Vérification aussi par rapport au salaire minimum conventionnel de vos salariés, si c'est toujours OK par rapport au SMIC. Les barèmes de vos alternants, bien entendu. Et la revalorisation de l'IJSS maladie. Donc, au niveau du plafond mensuel de la sécurité sociale, donc le plafond est passé à 3 864 €, ce qui fait un plafond annuel de la sécurité sociale de 46 368 €. Donc, quel impact aussi? Donc, impact sur vos cotisations sociales et sur la revalorisation de l'IJSS maternité et l'IJSS accident du travail. Donc, si vous voulez connaître tous les taux et barèmes du paramétrage 2024, je vous invite à télécharger donc, le livre blanc que nous vous proposons. Donc, hop, je vais vous mettre dans le chat. Oh, bah alors, ça te fait... Alors, Laetitia. J'ai été déconnectée. Toutes mes excuses. Donc, j'étais en train de vous dire que j'étais en train de mettre dans le chat le lien. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, vous avez accès dans le chat le lien donc, sur Culture RH pour télécharger le livre blanc. Et là, vous pourrez retrouver tous les taux et barèmes 2024. Je laisse la parole à David pour les évolutions des autres cotisations. Merci Laetitia. Oui, donc effectivement, on va se partager cette présentation et donc on va alterner les présentations de slides. En ce qui concerne les évolutions de cotisation légales, donc celles qui concernent l'ensemble des employeurs, on va avoir deux hausses de taux qui interviennent à compter du 1er janvier 2024. Alors tout d'abord,
une augmentation de la cotisation assurance vieillesse déplafonnée, donc prélevée par l'URSSAF, hein, pour la majorité des employeurs. La cotisation passe de 1,90% à 2,02%. Cette cotisation, donc, elle est en lien en fait avec la réforme des retraites, hein, qui a prévu différentes mesures, et notamment une augmentation des cotisations. La deuxième augmentation qui intervient, ça concerne les cotisations de chômage, et en particulier l'assurance de garantie des salaires. Vous savez, l'assurance de garantie des salaires, c'est ce fonds en fait qui permet, lorsqu'une entreprise est en défaillance, qu'elle est en faillite, et bien en fait ce fonds prend la relève pour payer les salaires non réglés par l'employeur. Ça faisait très longtemps que cette cotisation n'avait pas évolué. Elle fluctue en fonction du nombre de faillites d'entreprises. Et donc là, récemment, il y a eu effectivement une augmentation des faillites, notamment suite au contexte post-Covid où les entreprises avaient été pas mal soutenues et désormais elles étaient moins soutenues. Donc ça entraîne plus de défaillances d'entreprises. D'où l'augmentation de ce taux à compter du 1er janvier 2024. Ok, très bien. Alors, le versement, donc le mobilité, donc qu'est-ce qui a changé en 2024 ? Donc, comme tous les ans, au 1er janvier 2024, pour certains périmètres, des changements. Donc, c'est soit des augmentations de taux, soit c'est une extension de périmètre, soit ça peut être la création aussi d'une nouvelle zone. Donc, si vous souhaitez retrouver votre taux mobilité, vous pouvez vous connecter sur le site de l'URSSAF. Vous saisissez votre code postal ou votre code commune et pouvez-vous retrouver donc le taux de versement mobilité pour votre établissement ou vos établissements. Alors, un changement au 1er février 2024 pour Paris et Petite Couronne. Donc, Paris, Petite Couronne, ça représente donc les départements du 92, 93 et 94, donc Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Et donc, c'est une mesure issue de la loi de finances, puis ensuite une délibération d'Île-de-France Mobilité en date du 30 décembre 2023. Donc, le taux de versement mobilité, il passe à 3,20%, donc qui représente une augmentation de 0,5 points. Et la prise d'effet, exceptionnellement, c'est au 1er février 2024, parce que, en théorie, le changement de versement mobilité intervienne qu'au 1er janvier ou au 1er juillet. Mais là, exceptionnellement, donc il y a un changement au 1er février 2024. Très bien. Je crois que... Oui, pardon, oui, tout à fait. Donc, au niveau de la cotisation patronale d'assurance maladie et d'allocation familiale, donc on a des nouvelles règles pour le calcul du SMIC. Donc, les nouvelles règles, c'est une désindexation des plafonds, donc des plafonds de rémunération par rapport à l'évolution du SMIC. Donc, je vous rappelle le fonctionnement en 2023. Donc, les plafonds de rémunération, ils évoluaient avec l'évolution du SMIC. Donc, c'est-à-dire les 2,5 SMIC et les 3,5 SMIC. Donc, c'est-à-dire que lorsque le SMIC évoluait, les 2,5 SMIC évoluaient, également les 3,5 SMIC évoluaient. Pour minorer l'impact sur la sécurité sociale, donc la loi de finances 2024 a mis en place un nouveau mécanisme. Donc, le plafond est figé selon une valeur qui est fixée par décret. Cette valeur, elle a été fixée en 2024 à la valeur du SMIC au 31 décembre 2023. Donc, ils ont quand même mis en place un garde-fou, donc il n'aura probablement pas d'effet sur cette année, mais peut-être sur les années suivantes. Les plafonds de rémunération ne peuvent pas être inférieurs à 2 fois la valeur du SMIC. Donc, je vous donne les montants des plafonds donc, pour le 1er janvier au 1er janvier 2024. Donc, pour la cotisation d'assurance maladie, elle est à donc, le plafond de rémunération de 2,5 SMIC pour une valeur annuelle de 52 416 €. Et pour la cotisation d'allocation familiale, les 3,5 SMIC est égale à 73 382 € et 40 centimes. Donc, pour rappel, donc la valeur du SMIC est à 11,52 brut horaire. Donc là, c'est une valeur annuelle pour un salarié qui serait présent toute l'année et à temps plein. Bien entendu, s'il est à temps partiel, s'il y a des heures supplémentaires, s'il n'est pas présent toute l'année, il y a un calcul de prorata au niveau de la valeur annuelle du SMIC. Et c'est le même mode de calcul que pour la réduction générale de cotisation patronale.
Alors, on enchaîne avec le montant net social. Auparavant, il faut juste vous rappeler que vous avez la possibilité de nous poser des questions si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas. Donc, en ce qui concerne le montant net social, il y a encore des modifications à partir de 2024. On a indiqué encore des modifications. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le montant net social, bon, c'est une des grandes nouveautés paye de l'année 2023. Ça a été mis en place à compter de juillet 2023 sur les bulletins de paye. On a eu d'abord des précisions initiales sur les modalités de calcul et ça a continué à évoluer courant 2023 avec sans arrêt de nouvelles précisions. Et puis là, dernièrement, donc, on a eu encore de nouvelles précisions et peut-être des revirements de position par rapport aux positions initiales qui prennent effet à partir de 2024. Et c'est ces dernières précisions qui ont été apportées que je vais vous exposer ici. Alors, ça va d'abord concerner les indemnités journalières de sécurité sociale. Celles-ci, désormais, seront intégrées dans le montant net social à déclarer par l'employeur si elles ont donné lieu à une subrogation par l'employeur. Donc, dans le cas où vous avez maintenu le salaire et que vous avez demandé en contrepartie à percevoir les IJSS que vous imputerez sur vos bulletins de paye, eh bien, dans ce cas, ces IJSS doivent être ajoutés au montant net social. S'il n'y a pas de subrogation, c'est-à-dire si la CPAM continue à verser ces indemnités journalières directement aux salariés, c'est cet organisme qui se chargera de déclarer le montant net social aux organismes destinataires de cette information. La deuxième évolution importante qui affecte le calcul du montant net social, ça va concerner les cotisations qui financent des garanties collectives de protection sociale complémentaire. Alors, protection sociale complémentaire, je rappelle, c'est l'ensemble des cotisations de prévoyance, de frais de santé mutuels ou encore de retraite supplémentaire. Là, on a vraiment un changement complet de position puisque jusqu'ici, en fait, il n'y avait pas du tout de régime de faveur par rapport au montant net social et désormais, on est carrément revenu à l'inverse puisque désormais, dès lors qu'elles ont un caractère collectif, ces cotisations, qu'elles couvrent une catégorie personnelle objective, eh bien, au niveau des cotisations salariales, elles seront à déduire du montant net social, un peu comme on le fait par exemple pour le net imposable. Et puis, en ce qui concerne les cotisations patronales qui jusqu'ici étaient à ajouter dans ce montant net social, un peu comme on le fait par exemple pour l'assiette de la CSG, CRDS, eh bien, dans ce cas-là, elles ne seront plus à ajouter au montant net social. Et donc, on a même une précision supplémentaire, c'est que lorsque on a des cotisations relatives à des options individuelles qui sont rattachées à ces garanties collectives, eh bien, elles suivront le même traitement. Alors souvent, ça va être le cas des mutuelles, par exemple, où vous pouvez le salarié à la couverture de base, et puis il a la possibilité éventuellement de rajouter des options supplémentaires. Eh bien, dans ce cas-là, elles suivront ce traitement de faveur. Il n'y a que dans le cas où ces cotisations ne répondraient pas au caractère obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'obligation pour les salariés couverts faisant partie de la catégorie couverte par cette garantie, eh bien, uniquement dans ce cas-là, lorsqu'elles ne seraient pas obligatoires, là, ces cotisations, qu'elles soient salariales ou patronales, devraient donner lieu à réintégration dans le montant net social. Alors, concernant l'indemnité de rupture conventionnelle, donc le boss nous a apporté des précisions. Alors, ces précisions ont ensuite été confirmées dans la loi de finances 2024. Donc, quelles sont ces précisions? C'est donc le régime social, c'est sur le régime social des indemnités de rupture conventionnelle individuelle, et notamment pour les salariés qui sont en droit de bénéficier d'une pension de retraite, d'un régime légalement obligatoire. Donc, cette précision, c'est que donc l'indemnité est exonérée de cotisation dans la limite de 2 passes, donc ce qui représente 92 736 € en 2024, et à hauteur des plafonds fiscaux. Et même si pour l'indemnité, donc pour les salariés en droit de bénéficier d'une pension de retraite, ils ne sont pas exonérés fiscalement, mais c'est quand même à hauteur des plafonds fiscaux, donc le montant le plus élevé entre l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, 50% de l'indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle. Donc voilà, ça c'est une précision parce que ce n'était pas très clair
Donc au départ, avec par rapport aux dispositions qui ont été mises en place suite à la réforme des retraites, c'était une disposition qui n'était pas très claire. Donc ça a été une précision du BOSS et puis ensuite de la loi de finances. Et également, donc ça c'était déjà d'actualité, mais c'est bien de le repréciser, plus de forfait social sur l'indemnité de rupture conventionnelle, mais une contribution patronale spécifique au taux de 30% sur la fraction d'indemnité qui est exonérée de cotisations sociales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si ce n'est pas clair, n'hésitez pas dans le chat. On est là pour répondre à vos questions. Alors, on va enchaîner maintenant avec la loi partage de la valeur. Alors, effectivement, cette loi a été adoptée fin novembre 2023 et beaucoup de ces mesures vont entrer en vigueur ici en début d'année. Donc, on va en profiter pour faire un petit focus sur cette loi. Alors, loi très dense, hein, beaucoup de mesures dans cette loi. Donc, le but là, ça va vraiment être de vous donner les grandes lignes. On reviendra peut-être lors de nos prochains webinaires dans le détail de certaines de ces mesures. Mais là, dans le cadre de cet exposé qu'on vous fait en début d'année, ça va déborder le cadre tellement il y a de nombreuses mesures en fait. Hein. Donc voilà. Pour l'instant, un exposé dans les grandes lignes, mais qui va déjà vous donner vraiment les grands aspects de cette loi. Alors, on va d'abord commencer par surtout la prime de partage de la valeur, hein, qui est intégrée à cette loi partage de la valeur. Cette prime de partage de la valeur, elle existe maintenant depuis plusieurs années. Elle s'appelait autrement auparavant, mais vous la connaissiez déjà. Hein. Donc cette prime de partage de la valeur continue à exister et la loi partage de la valeur a prévu plusieurs évolutions en ce domaine. Alors notamment, elle a prévu que désormais cette prime de partage de la valeur pourrait être versée en 2 primes distinctes au cours d'une même année civile, sans que toutefois le cumul de ces 2 primes ne puisse dépasser les limites annuelles d'exonération. Alors, petite précision tout de même, hein, donc vous saviez que déjà dans le cadre de la prime de partage de la valeur de l'année antérieure, vous aviez la possibilité de fractionner la prime en 4 fois. Et donc là, en fait, on est sur un mécanisme encore différent, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir verser 2 primes dans l'année également, chacune fractionnable, et avec des règles qui pourront donc être distinctes selon la prime, en fait. Hein. Donc en début d'année, vous pourrez verser une prime, par exemple, d'un certain montant avec des critères de répartition que vous aurez fixés. Et ensuite, en deuxième partie d'année, par exemple, vous pourrez reverser une deuxième prime avec d'autres critères et d'autres montants de versement. Donc, un peu plus de souplesse de ce point de vue-là pour les employeurs pour le versement de cette prime de partage de la valeur. Deuxième point, il y avait en fait un régime renforcé d'exonération qui avait été mis en place l'année dernière, avec des exonérations d'impôts sur le revenu et de CSG-RDS. Ce régime renforcé d'exonération, il est maintenu, mais uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés et pour la période qui va de 2024 à 2026. Voilà, maintien d'un régime renforcé d'exonération, mais dans un périmètre plus limité, réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. Enfin, dernière évolution de cette prime de partage de la valeur, ça va être la possibilité d'affecter cette prime sur un plan d'épargne salariale afin de bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu. Alors, effectivement, j'ai précisé que ce serait en dehors des cas d'application du régime renforcé d'exonération. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on l'a vu, quand il y a régime renforcé d'exonération, il y a déjà une exonération d'impôt sur le revenu qui est prévue. Donc, ça ne présente pas trop d'intérêt quand on est dans ce régime renforcé d'exonération. Donc, en pratique, l'intérêt pour les employeurs de l'affecter sur un plan d'épargne salariale, ça va être dans 2 cas. Soit vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés, et là, vous avez intérêt à le verser sur un plan d'épargne salariale. Soit vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés en régime renforcé d'exonération, mais ça va concerner des salariés qui ont une rémunération supérieure à 3 SMIC et qui donc ne peuvent pas prétendre aux exonérations d'impôt sur le revenu et de CSG-RDS dans le cadre du régime renforcé d'exonération. Donc, dans ces 2 hypothèses, vous aurez intérêt à affecter la prime sur un plan d'épargne salariale. Dernière petite précision aussi sur un intérêt qu'il peut y avoir même quand on est en régime renforcé d'exonération. La loi autorise les employeurs en fait à faire
un abondement sur cette prime qui sera affectée à un plan d'épargne salariale, abondement dans les limites légales et dans les règles fixées par le plan de l'entreprise. Donc ça peut être un intérêt quand même pour les entreprises, quelle que soit leur situation. Donc voilà ce qu'il en était pour la prime de partage de la valeur. Et maintenant, on va voir dans cette loi partage de la valeur les autres évolutions qui ont été prévues. En commençant tout d'abord par les mesures relatives à la participation, à l'intéressement, à l'épargne salariale. Alors, il y a eu de nombreux aménagements qui ont été apportés par la loi et comme je vous le disais, on ne peut pas toutes les détailler dans le cadre du présent webinaire parce que on déborderait largement du cadre imparti. Mais néanmoins, ce qui nous semble la plus importante notamment, c'est que pour les entreprises de moins de 50 salariés, elles auront la possibilité de se doter d'un accord de participation, ce qui existait déjà, mais cette fois-ci, un accord de participation qui pourra être moins favorable que le régime légal. Donc ça va être un avantage pour ces entreprises. Mais encore une fois, il y a d'autres mesures. Donc là, je vous renvoie à vos sources de documentation que vous pouvez avoir par ailleurs pour découvrir l'ensemble des mesures qui peuvent avoir lieu dans ce domaine. Deuxième innovation de cette loi partage de la valeur, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un plan de partage de valorisation de l'entreprise. Donc on est plusieurs caractéristiques de ce plan de partage de valorisation de l'entreprise. Il faut savoir qu'on attend un décret d'application pour sa mise en œuvre, donc on n'a pas encore toutes les précisions d'ordre pratique. Deuxième point, sa mise en place, elle sera facultative, ça n'est pas une obligation pour les entreprises. Et troisième point, concrètement, ça va permettre aux entreprises de verser à leurs salariés, dans un cadre social, fiscal et fiscal incitatif, une prime de partage de valorisation de l'entreprise lorsque la valeur de l'entreprise augmentera sur 3 ans. Alors, cadre social, fiscal et incitatif, c'est essentiellement des exonérations de cotisations hors CSG, RDS, et il y aura par contre une contribution patronale spécifique de 20% quand même sur les sommes versées au titre de cette prime. C'est un dispositif qui pourra être mis en œuvre pour l'instant de 2027 à 2028. On attend maintenant un peu plus de précision dans les décrets. Troisième dispositif mis en place par cette loi partage de la valeur, c'est un dispositif de la partage de la valeur, cette fois-ci obligatoire, à partir d'un certain niveau de bénéfice. Cette obligation, elle est variable selon l'effectif de l'entreprise. En premier lieu, pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, il y a une mise en place d'une obligation expérimentale. Alors pourquoi expérimentale? Parce que ça va être uniquement sur 5 ans, à compter du 1er janvier 2025, en cas de bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Donc cette prime de partage de la valeur obligatoire, ça pourra se traduire notamment par, si l'entreprise est concernée, par le versement, la mise en place d'un accord de participation ou d'intéressement, mettre en place la participation dérogatoire qu'on évoquait au tout début de cette slide, et puis ça peut être aussi de l'abondement au plan d'épargne ou bien le versement d'une prime de partage de la valeur. Deuxième catégorie d'entreprises qui sont concernées, ça va être les entreprises de 50 salariés et plus, avec, dans ce cas-là, pour ces entreprises-là, une obligation de négociation des modalités du partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel. Donc les négociations, elles auront deux objets principaux. D'abord, définir quand on considère qu'il y a bénéfice exceptionnel, sachant que c'est quand même encadré par la loi pour définir ce qu'est un bénéfice exceptionnel, mais les entreprises ont quand même une marge de négociation par rapport à ça. Et deuxièmement, en fait, en cas de bénéfice exceptionnel, elles auront aussi à négocier sur les mesures de mise en place de partage de cette valeur. Alors, encore une fois, ça peut être soit un supplément de participation ou d'intéressement, soit, s'il n'y a pas d'accord d'intéressement, la mise en place d'un accord d'intéressement, ou bien de l'abondement au plan d'épargne, ou bien encore le versement d'une prime de partage de la valeur. Alors, je vois qu'il y a des questions. Oui, justement, voilà, j'allais intervenir.
Alors, donc, une question de Christelle. Elle demandait si le décret d'application donc concernant le placement sur l'épargne avait été publié. Alors, à ma connaissance, non, je l'ai pas encore vu passer. Donc effectivement, je pense que ça n'est pas encore passé, ça n'est pas encore entré en vigueur. Et effectivement, c'est un peu pénalisant pour les entreprises qui souhaiteraient la verser dès le mois de janvier, en fait. Une autre question de... Oui, c'était tout bon, David? Oui. Moi, je t'ai coupé. Une autre question voilà, de Jennifer, c'était concernant les valeurs de bénéfices exceptionnels au niveau légal. Elle voulait connaître le niveau des valeurs de bénéfices. Alors, comme je l'ai dit, en fait, ces niveaux en fait sont encadrés par la loi. Il y a différents critères qui ont été définis. Alors, j'ai pas le détail là de ces notions. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'effectivement, la loi a défini comment on apprécie un bénéfice exceptionnel. Et ensuite, les entreprises ont la possibilité, à partir de ces contraintes de définition légale, d'aménager cette notion de bénéfice exceptionnel. Mais j'ai pas sous la main le détail des critères à votre disposition. Donc là, je vous renvoie effectivement aux dispositions légales qui peuvent être précisées, notamment peut-être dans le cadre du bulletin officiel de la Sécurité sociale qui est consultable en ligne par rapport à ça. Alors, peut-être une dernière question. Donc, j'ai Marion qui demande si on a déjà un accord d'intéressement, doit-on renégocier des modalités de partage en cas de bénéfices exceptionnels dans le cas d'une entreprise de plus de 50 salariés? Alors, d'après les informations qu'on a, non, vous n'aurez pas à renégocier un accord d'intéressement. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est prévoir le versement d'un supplément d'intéressement, donc c'est-à-dire octroyer une somme en plus de celle qui résulte normalement de la formule de calcul d'intéressement. C'est une disposition qui existe déjà depuis de nombreuses années, hein, ce supplément d'intéressement. Et c'est quelque chose, effectivement, un instrument de souplesse qui vous permet de rajouter des sommes éventuellement en cas de besoin. Donc, il n'y a pas besoin forcément, si vous avez un accord d'intéressement, de renégocier, dans le cadre du partage de la valeur obligatoire, de renégocier votre accord d'intéressement. Ça peut se traduire par le supplément de participation ou d'intéressement. Si vous n'avez pas, par contre, d'accord d'intéressement, là, vous pouvez mettre en place un accord d'intéressement et ça répondra donc à l'obligation de partage de la valeur quand il y a un bénéfice exceptionnel. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la suite. Alors, n'hésitez pas, de toute façon, donc, quand on aura fini notre présentation, on vous laissera un petit temps pour encore nous poser des questions, hein, parce que le but de ce webinaire, c'est quand même un temps d'échange avec vous. Donc, voilà. Donc, les évolutions DSN. Donc, je laisse de nouveau David reprendre la parole. Très bien, merci Laetitia. Donc, effectivement, évolution DSN. Alors, chaque année, hein, vous le savez, la DSN évolue. Nous, par exemple, en tant qu'éditeur de logiciels de paye, tous les éditeurs reçoivent ce qu'on appelle un cahier technique qui fait bon an mal an 250 pages, sur lequel nous travaillons pour assurer les adaptations à cette nouvelle norme. Bon, après, dans le contenu, c'est plus ou moins impactant en fait pour les entreprises et pour les éditeurs de paye. Là, je vais m'attarder surtout sur les mesures impactantes, sachant qu'on est sur une année quand même modérée en termes d'évolution. Première révolution de la DSN, le plus important, c'est la mise en place en fait dans la structure de la DSN d'un nouveau bloc 58 qui s'appelle éléments de revenus calculés en net. Alors un bloc, hein, pour ceux qui seraient moins initiés à la DSN, un bloc c'est un ensemble de rubriques qu'on déclare en DSN avec soit des données nominatives ou bien des montants. Voilà, c'est un ensemble de rubriques DSN et en l'occurrence, ce nouveau bloc 58, il va servir à déterminer les éléments de revenus calculés en net qui permettent la bonne alimentation soit du revenu fiscal de référence, soit pour l'attribution d'aides ou de prestations sociales. Alors, ça va être un peu plus concret en vous décrivant la suite, puisqu'en fait, ce nouveau bloc 58, il va être composé de 2 éléments pour l'instant. En premier lieu, on va avoir la déclaration du montant net social.
Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce montant d'aide sociale, il existe depuis l'année 2023 et en particulier, il est sur les bulletins de paye du mois de juillet 2023. Ce montant d'aide sociale, il sert de référence pour le bénéfice de droit à certaines prestations comme le RSA. Donc jusqu'ici, en fait, les entreprises, enfin les salariés, quand ils ont droit à ces prestations, devaient remplir une déclaration avec l'indication de ce montant net social pour que les organismes puissent apprécier s'ils avaient droit à des prestations. Ils avaient donc depuis le mois de juillet 2023 la possibilité de se référer à la mention sur leur bulletin de paye pour savoir quel montant ils devaient reporter dans cette déclaration. À partir de janvier 2024, on franchit une nouvelle étape puisque maintenant, ce montant, il est automatiquement déclaré en DSN et donc transmis directement aux organismes destinataires sans que le salarié ait à compléter l'information. Il aura la possibilité, par contre, de vérifier sur le portail Mes droits sociaux les montants qui ont été déclarés par l'employeur, mais donc effectivement, maintenant, c'est une nouvelle obligation déclarative qui est à la charge des employeurs et qui donc va être déclarée via ce bloc 58 de la DSN. Deuxième composante de ce bloc 58, ça concerne la déclaration des heures complémentaires ou supplémentaires exonérées fiscalement, y compris le nouveau dispositif de rachat, de monétisation des jours de RTT. Ça bouge beaucoup sur les modalités déclaratives des heures complémentaires ou supplémentaires exonérées fiscalement ces dernières années. Ça bouge chaque année quasiment en DSN. Donc, les dernières évolutions en date, c'est que désormais, on doit déclarer ces heures complémentaires ou supplémentaires exonérées fiscalement dans ce nouveau bloc 58, qui remplace donc une information qui figurait en norme 2023 dans un autre bloc, qui était le bloc 51, avec un code 026. Donc, désormais, cette information est substituée par l'information qu'on va mentionner dans ce bloc 58. Et puis, deuxième point, c'est que les montants versés au titre de ces heures supplémentaires exonérées n'intégreront plus la rémunération nette fiscale mentionnée jusqu'ici dans le bloc 50. Donc, il y aura toujours une rémunération nette fiscale dans le bloc 50, mais il n'y aura plus, faisant partie de cette rémunération nette fiscale, ces heures supplémentaires exonérées, contrairement à ce qu'on faisait dans les modalités déclaratives en vigueur en version de norme 2023. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut faire une distinction. Les heures supplémentaires et complémentaires sont exonérées fiscalement d'impôt sur le revenu. Donc ça, effectivement, c'est la raison pour laquelle dans le net imposable, on ne les déclare pas. Par contre, elles doivent quand même être portées à la connaissance de l'administration fiscale parce que pour le revenu fiscal de référence qui peut servir notamment pour d'autres éléments d'imposition, comme par exemple la taxe foncière, eh bien, ces heures supplémentaires doivent être déclarées parce qu'elles seront prises en compte pour déterminer si le salarié a dépassé les seuils d'exonération. Donc, bien distingué en matière d'heures supplémentaires et complémentaires exonérées, c'est une exonération certes fiscale, mais limitée à l'impôt sur le revenu et non pas aux autres modalités d'imposition. Si on aborde maintenant d'autres évolutions de la DSN parmi les plus importantes, on va d'abord parler du temps partiel thérapeutique. On a eu une précision selon laquelle en fait il y aura maintien pour les entreprises de l'obligation en 2024 de réaliser systématiquement une attestation de salaire, une DSIJ, de temps partiel thérapeutique, que vous déclariez ou pas ce temps partiel thérapeutique en DSN ou non. Pour juste faire un peu de contexte, vous savez, dans la DSN, désormais, il y a possibilité de déclarer dans un bloc 66 le montant de la perte de salaire. Donc, à terme, normalement, cette formalité remplie via la DSN vous dispensera de l'obligation d'établir parallèlement une attestation de salaire, puisque chaque mois, en fait, l'information transitera par la DSN mensuelle. Par contre, le dispositif est encore un peu en cours de test, de validation, et donc, par sécurité, Net Entreprise a indiqué effectivement qu'il fallait maintenir en parallèle ces deux modalités déclaratives
pour assurer le bon paiement des prestations. Alors, ça concerne principalement les employeurs URSSAF, ceux qui sont en régime agricole. Eux, le système, a priori, dispense de réaliser cette attestation de salaire. Deuxième évolution qu'on peut citer aussi concernant les DSN, on a maintenant un décret qui définit les règles de vérification et de correction des DSN, avec plusieurs étapes décrites dans ce décret. Première étape, il y a une étape d'information des anomalies constatées et de la correction proposée qui est faite via un compte-rendu métier qui sera en fait le format obligatoire à partir de 2028. Dans l'attente, les organismes, donc l'URSSAF principalement, pourra communiquer en fait ces anomalies et la correction proposée par un autre format. Ça pourra par exemple être via le site ursaf.fr. À la suite de cette information, l'entreprise doit réagir. Alors, deux réactions possibles. Soit elle peut corriger ce qui a été signalé par l'organisme lors de la prochaine échéance déclarative. Alors, il y a toutefois un délai minimum de 30 jours, parce que si on reçoit effectivement la proposition de correction 5 jours avant l'échéance, eh bien, dans ce cas-là, ce sera reporté à la prochaine échéance déclarative. Soit elle corrige, soit elle conteste par contre la rectification demandée, parce qu'on peut être effectivement en désaccord avec les calculs faits par l'URSSAF, ou alors c'est une anomalie au niveau de ce qu'on a déclaré en DSN qui ne correspondrait pas à la réalité. Et donc voilà, il y a toujours possibilité de contester. Et puis la dernière étape, c'est si l'entreprise n'a pas contesté ou si elle n'a pas spontanément proposé une correction, il pourra y avoir l'URSSAF pourra procéder à ce qu'on appelle une DSN de substitution, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui enverront les informations aux organismes destinataires de la DSN avec les corrections faites d'office, et l'URSSAF parallèlement pourra mettre en recouvrement les cotisations avec les majorations de retard afférentes. Voilà pour les principales évolutions de la DSN. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce... Pas de questions. Non, pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra y répondre aussi ensuite. N'hésitez pas. Les autres évolutions, donc là, on va faire un petit point sur les autres évolutions en gestion de la paye. Donc une avancée pour les femmes qui ont subi une fausse couche. On appelle également une interruption spontanée de grossesse. Donc, suppression du délai de carence IJSS. Donc, pour tout arrêt de travail qui intervient donc à compter du 1er janvier 2024, donc attention, les arrêts de travail qui sont à cheval ne sont pas concernés, donc à cheval sur 2023-2024. Donc, pour une interruption spontanée de grossesse ayant lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée, donc c'est environ 5 mois, plus de délai de carence IJSS. À savoir que cette mesure n'a pas d'impact sur l'indemnité complémentaire employeur. Donc, la carence légale, elle reste applicable. Donc, par exemple, si vous avez un délai de carence de 7 jours, le délai légal, vous continuez à appliquer ce délai de carence. Et le médecin va prescrire à la salariée un avis d'arrêt de travail initial sans carence. Donc, c'est un avis particulier qui fera que la salariée envoie à la sécurité sociale. Et à savoir que si elle ne souhaite pas informer son employeur de son état, de son état médical, elle peut aussi demander à son médecin de lui prescrire un arrêt classique. Et à ce moment-là, il y aura la carence habituelle de 3 jours. Donc, à savoir que le même mécanisme va s'appliquer également pour les arrêts en raison, les arrêts qui sont prescrits en raison d'une interruption médicale de grossesse, donc au plus tard, au 1er juillet 2024, sauf si un décret d'application prévoit une date, si un décret sort avant. Alors, pas de changement, c'est bien précisé, pas de changement au niveau de la déclaration de l'arrêt de travail en DSN. Concrètement, au niveau de gestion de paye, à part le fait qu'il n'y ait pas ces 3 jours de carence au niveau des IJSS, il n'y a pas de changement dans vos processus.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, au niveau des frais de domicile lieu de travail, donc on a également donc quelques changements. Alors, c'est pas nécessairement des changements, c'est surtout une prolongation des mesures qui étaient déjà en vigueur en 2023. Pour la prime de transport et le forfait mobilité durable, donc toujours l'exonération sociale et fiscale dans la limite de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Et à savoir que pour les DOM-TOM, les montants sont majorés. Ouverture de ce dispositif à tous les salariés, et y compris aux salariés qui ont la possibilité d'emprunter les transports en commun. Donc, le système avait quand même été élargi. Donc, c'est le même principe qu'en 2023, pas de changement. Au niveau des frais de transport public, également prolongation donc sur 2024 donc du régime exceptionnel qui était déjà en vigueur en 2023. Au niveau de la prise en charge, lorsqu'elle est supérieure à 50%, donc supérieure à la prise en charge obligatoire. Donc, une exonération sociale et fiscale jusqu'à 75% de la valeur de l'abonnement, sans condition particulière d'éloignement du domicile du travail pour convenance personnelle. Donc, en fait, au niveau social, si vous voulez, lorsque le salarié est domicilié en dehors de la région administrative de son lieu de travail, il fallait qu'il prouve que c'était lié à des contraintes liées à l'emploi et des contraintes familiales. Donc là, il n'y a plus cette notion de conditions particulières en cas d'éloignement du domicile du travail. Voilà, c'est surtout ça. Et par contre, au niveau fiscal, l'exonération, elle est à hauteur de 75%. Est-ce que vous avez des questions? Dorine est en train de taper une question. Peut-être qu'on y reprendra tout à l'heure. Peut-être que David, tu peux enchaîner. Oui, très bien. Alors, on va parler maintenant des aides à l'embauche et des exonérations de cotisations avec diverses mesures. On va parler tout d'abord des emplois francs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, c'est une aide qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui est une aide à l'embauche d'habitants de ces quartiers, pour les personnes principalement qui sont au chômage ou bien les jeunes qui sont suivis par des missions locales. Ça doit concerner des embauches en CDD d'au moins 6 mois ou bien en CDI, avec des montants d'aide qui sont versés pendant un certain nombre d'années suite à l'embauche, bien sûr en fonction de la durée de l'embauche. Donc cette aide qui devait se terminer au 31 décembre 2023, eh bien elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. Deuxième type d'aide qui fait l'objet d'une prolongation, c'est l'aide exceptionnelle à l'alternance. Alors, il faut savoir que ça concerne pas toutes les embauches d'alternance, ça concerne les embauches d'apprentis ne tendant pas à droit à l'aide unique et les embauches en contrat de professionnalisation âgés de moins de 30 ans. Alors, j'entre pas dans le détail parce qu'il y a aussi des conditions supplémentaires qui peuvent s'appliquer suivant le niveau de diplôme préparé. Retenez qu'effectivement, cette aide exceptionnelle à l'alternance qui existait déjà est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. Un autre dispositif d'aide aux entreprises qui avait été mis en place, c'est une exonération de cotisations et d'impôts sur le revenu pour les pourboires volontaires pour les salariés dont la rémunération n'excède pas 1,5 SMIC. Eh bien, cette exonération spécifique qui a été mise en place est prolongée aussi en 2024 pour un an supplémentaire. Donc, ça ne concerne pas forcément que les salariés des hôtels, cafés, restaurants, enfin surtout des restaurants. Ça peut concerner toute profession susceptible de recevoir des pourboires. Dernière précision, ça concerne la déduction forfaitaire spécifique sur assiette des cotisations pour frais professionnels. Vous savez qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ont le droit d'appliquer un abattement d'assiette selon un taux qui est défini suivant la profession concernée. Donc ça ne concerne pas tous les salariés, ça concerne un certain nombre de secteurs d'activité. Cette déduction forfaitaire spécifique il est un peu en voie de disparition. En fait, la problématique, c'est que le législateur a renforcé considérablement les contrôles sur les conditions d'octroi, d'application de cette déduction, notamment
Il a imposé désormais que les salariés que les entreprises soient en mesure de justifier que les salariés ont réellement engagé des frais professionnels pour pouvoir appliquer cet abattement, ce qui, dans certains cas, renforce considérablement le formalisme à appliquer, et ce qui a conduit donc un certain nombre de secteurs à négocier en fait leur sortie du dispositif, la disparition de ce dispositif. Ça se traduit comment en fait cette sortie du dispositif? Ça se traduit par une diminution progressive du taux de déduction d'année en année jusqu'à arriver à un taux au terme de plusieurs années à zéro. Et donc, quel avantage y trouvent ces secteurs en fait à négocier cette sortie? C'est que pendant ce délai de quelques années supplémentaires où il y aura une baisse des taux, et bien en fait elles peuvent continuer à appliquer les conditions d'application antérieures, c'est-à-dire ne pas avoir les contraintes de justifier de la réalité des frais. Elles peuvent justifier effectivement que le salarié exerce bien la profession, qu'il était bien dans telle situation lui permettant de prétendre aux frais, mais pas de justifier de la réalité des frais engagés. Alors, ces nouveaux secteurs qui s'ajoutent à la précédente liste, eh bien, on va trouver les casinos et cercles de jeu et le spectacle vivant, et puis autres catégories de professions qui concernent potentiellement beaucoup d'entreprises, c'est celles qui emploient des VRP. Les VRP aussi donc, vont sortir de ce dispositif avec dès le 1er janvier 2024, une diminution donc du taux de déduction applicable sur cet abattement. Voilà en ce qui concerne les aides à l'embauche et l'exonération de cotisation. Et donc, si je ne me trompe pas, on arrive au terme de ce qu'on souhaitait aborder avec vous, Laetitia, en termes de contenu. Je ne sais pas si… Oui, alors il y avait une petite question encore sur le forfait Navigo, donc je vais peut-être y répondre. Oui. Donc, on me demandait si le forfait Navigo, hop, je me remonte un peu dans le chat, si le forfait Navigo ne pouvait pas être remboursé à 100%. Donc, déjà, dans tous les cas, l'employeur peut décider de rembourser le forfait Navigo. Après, toute une histoire de régime social et fiscal. Donc, si le salarié habite dans la même région administrative, il peut, le remboursement est remboursé aux frais réels, donc c'est-à-dire à 100% et pas d'exonération. Exonération de cotisation sociale. Par contre, au niveau du régime fiscal, donc est-ce qu'il est soumis à l'impôt sur le revenu? Si il habite dans la même, donc dans tous les cas, s'il habite à côté, s'il habite dans la même région que le lieu de travail, il n'y a pas d'exonération fiscale au-delà de 50%. Donc là, justement, c'est là où intervient la mesure exceptionnelle 2024. On peut aller jusqu'à 75% au niveau de l'exonération fiscale. Donc voilà la différence. J'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vois… Alors, je regarde en même temps, hein, je regarde le chat. David, tu voulais dire quelque chose? Non, de mon côté… D'accord, ok. Alors, un exemple d'exonération d'indemnité rupture conventionnelle. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner un exemple là tout de suite, mais est-ce que je peux avoir un peu plus de précision sur ce que vous voulez exactement au niveau d'exemple d'exonération d'indemnité de rupture conventionnelle? Voilà, si c'est possible. Sur la même région administrative ou non avec le Navigo. Donc, si le salarié… Donc là, j'ai une question d'Élodie sur avoir plus d'informations sur la région administrative ou non avec le Navigo. Donc, si le salarié habite dans la même région administrative que son lieu de travail, remboursement exonéré de cotisations sociales à hauteur de 100% du forfait Navigo. Voilà. S'il habite en dehors de la région administrative, au niveau du régime fiscal, exonération… alors, du coup, je suis en train de… voilà, non, c'est bon, excusez-moi. Donc, s'il habite au niveau exonération fiscale à hauteur de 75%, dans tous les cas. Voilà.
Est-ce que c'est assez clair ou donc on va peut-être passer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc j'ai une question au niveau du replay. Donc au niveau du replay, vous allez recevoir un lien avec le replay, donc vous pourrez de nouveau visionner donc ce webinaire. Est-ce que vous avez d'autres? Donc là, j'envoie des merci, des merci. Est-ce que David, tu voulais donner quelques précisions? Non, je crois qu'on a abordé effectivement l'essentiel. Le but, c'était surtout de vous donner, effectivement, comme on l'a dit avec Laetitia, un panorama de l'ensemble des mesures qui interviennent, de la plupart des mesures qui interviennent au 1er janvier 2024. On va faire prochainement donc d'autres webinaires au cours de cette année. On reviendra peut-être sur certaines mesures plus dans le détail, mais là vraiment l'idée c'était vraiment de vous donner un aperçu global des informations les plus importantes en ce début d'année de paye. Ok, eh ben super. Ben moi, je tiens à vous remercier pour votre présence. Donc, Merci. sachez qu'on se revoit très prochainement pour un nouveau webinaire, parce que ça va être des webinaires qui vont être récurrents sur l'année 2024. Merci pour votre présence. Et puis, vous allez recevoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, un lien pour visionner le replay. Merci David également. Merci Laetitia. Et puis merci à tous pour votre attention. Et puis je vous dis également à une prochaine fois pour notre prochain webinaire en commun avec Laetitia. Exactement. À très bientôt. Au revoir et bonne journée.